Dette, guerre et destin invisible des États. Semgur Denis. Le capital financier aime la guerre, car la guerre produit la peur, et la peur produit la dette. En temps de guerre, les États acceptent des charges qu'ils n'accepteraient jamais en période ordinaire. Le capital financier est souvent présenté de manière délibérément compliquée. Il se dissimule derrière des graphiques, des algorithmes, des rapports de banque centrale, des courbes de taux, des marchés dérivés et une terminologie technique que seul un cercle restreint peut comprendre. Le jargon bancaire crée un écran de fumée si dense que l'homme ordinaire, et bien souvent même les dirigeants d'État, ont du mal à voir la vérité nue qui se trouve au cœur du système. Or, le mécanisme que nous appelons capital financier n'est pas une théorie académique abstraite, ni seulement un modèle technique discuté dans les facultés d'économie. C'est un ordre de pouvoir extrêmement concret et impitoyable, apparu à maintes reprises au cours des derniers siècles de l'histoire humaine, qui a influencé l'ascension et la chute des empires, orienté les États par la dette, financé les guerres et tiré de chaque grande crise un nouveau champ de puissance pour lui-même. Car le capital financier ne produit pas, ne construit pas d'usines, n'est pas attaché à la terre et ne se sent lié à aucune nation. Il n'a pas de drapeau, pas de frontières, pas d'hymne. Pourtant, il peut être plus discipliné que la plupart des États, plus patient que la plupart des armées, et capable de penser à beaucoup plus long terme que la plupart des hommes politiques. Il n'agit pas selon le calendrier électoral, mais selon un transfert de pouvoir destiné à durer sur plusieurs générations. Les contraintes imposées par la géopolitique ont bien entendu existé à toutes les époques de l'histoire. Après la révolution industrielle, l'Allemagne devait s'ouvrir aux mers et accéder aux routes coloniales pour protéger sa capacité de production. Le Japon, en tant qu'État insulaire, devait considérer la domination du Pacifique comme vitale. Pour l'Angleterre, les routes maritimes étaient les veines de l'Empire. La Russie voyait l'accès aux mers chaudes comme une nécessité stratégique. Tout cela relevait de contraintes historiques imposées aux États par la géographie. Cependant, surtout à partir du XVIIe siècle, l'ordre mondial a cessé d'être un champ de lutte déterminé uniquement par la géographie. Le destin n'était plus déterminé seulement par les ports, les détroits, les montagnes ou les armées. La dette est elle aussi devenue destin. Le crédit s'est lui aussi transformé en arme. La liquidité est devenue un élément stratégique de puissance au moins aussi important que les flottes. Contrôler le trésor d'un État est souvent devenu plus efficace que contrôler son armée. C'est précisément pour cette raison que le capital financier aime la guerre, car la guerre produit la peur, et la peur produit la dette. En temps de guerre, les États acceptent des charges qu'ils n'accepteraient jamais en période ordinaire. Ils sont obligés d'acheter des armes, d'agrandir leurs armées, de stocker des munitions, de sécuriser leurs lignes énergétiques et logistiques. Le financement de tout cela est assuré par d'énormes crédits. C'est exactement à ce moment que le capital financier entre en scène. Car sur le champ de bataille, le crédit circule autant que les balles. Très souvent même, ce qui détermine l'issue d'une guerre n'est pas seulement le soldat au front, mais la capacité financière à l'arrière. Si la guerre est perdue, ce n'est pas seulement le trésor de l'État emprunteur, mais aussi ses ports, ses mines, ses ressources énergétiques, ses chemins de fer, ses banques et même ses mécanismes de décision politique qui passent sous l'influence du vainqueur et des puissances qui l'ont financé. L'histoire en est pleine d'exemples. De l'Empire ottoman à l'Amérique latine, de l'Afrique à l'Europe moderne, les crises de la dette n'ont souvent pas produit seulement des conséquences économiques, mais aussi une érosion de la souveraineté. Car pour le capital financier, l'environnement le plus précieux n'est pas la paix stable, mais l'incertitude permanente et la crise gérable. Plus la crise s'approfondit, plus la dette augmente. Plus la dette augmente, plus la dépendance grandit. Et plus la dépendance grandit, plus la souveraineté invisible du capital financier s'étend. La rupture avec le capital productif et la virtualisation de l'argent. Dans le capitalisme classique, le capital servait à la production. On construisait une usine, les ouvriers travaillaient, des biens étaient produits et une plus-value apparaissait. À l'ère du capital financier, la production a été progressivement repoussée à l'arrière-plan. Désormais, l'essentiel était de gagner de l'argent avec de l'argent. En appuyant sur une touche, en attendant l'ouverture des marchés, grâce à des algorithmes, des fonds et des instruments financiers, l'objectif était d'accroître la richesse existante. C'est pourquoi un immense fossé s'est creusé entre l'économie réelle et l'économie financière. Aujourd'hui, alors que le monde consomme environ 100 millions de barils de pétrole par jour, les marchés financiers achètent et vendent plusieurs fois ce volume sur la base de pétrole qui n'a pas encore été extrait du sous-sol. Ce n'est pas seulement une statistique, mais un symbole qui décrit la nature du capital financier. La rupture entre ce qui est réel et ce qui existe sur le papier est aussi la source de la fragilité du système. Le point de rupture historique de cette séparation est 1971. Avec l'abandon de l'étalon or, la monnaie a été détachée d'une contrepartie concrète et s'est transformée en un instrument fondé entièrement sur la puissance politique et militaire. Dès l'instant où l'on a dit « derrière ce papier se trouvent les États-Unis d'Amérique », la monnaie n'était plus indexée sur la production, mais sur la puissance.
L'âge d'or du capital financier a commencé à ce moment-là. Dette et joug invisible. L'arme la plus efficace du capital financier est la dette. La dette soumet non seulement les États, mais aussi les individus. Par les cartes de crédit, les crédits à la consommation et les paiements échelonnés, l'homme moderne commence à dépenser avant même d'avoir gagné et hypothèque son avenir. L'individu endetté ne questionne pas. L'État endetté ne peut pas résister. Historiquement, la dette est un outil gérable si elle est liée à la production. Une dette contractée pour construire une usine revient par la production. Mais une dette contractée pour la consommation crée de la dépendance. Aujourd'hui, il n'existe presque aucun État au monde qui ne soit pas endetté. Du Japon aux États-Unis, de la France à l'Italie, tous sont endettés. Cette situation montre comment la souveraineté s'érode. Le traité de Balta-Liman de 1838 de l'Empire ottoman est un exemple précoce de ce processus. L'Empire ottoman, ouvert au marché britannique, a connu un soulagement à court terme. Mais à long terme, il a perdu sa propre production, ses artisans et son indépendance financière. Pendant la guerre de Crimée, il a contracté son premier emprunt extérieur en 1855-1856 et en 1881, l'État a fait faillite en ouvrant ses portes à l'administration de la dette publique ottomane, la Duyunu Umumiye. Quand la dette entre par la porte, la souveraineté sort par la fenêtre. Les États créés par les obligations est le véritable sens de Navarine. Au XIXe siècle, le capital financier ne s'est pas contenté d'endetter les États. Il en a directement créé certains par l'intermédiaire d'obligations. Pendant l'insurrection grecque, des obligations furent émises à la Bourse de Londres au nom de l'État grec. Autrement dit, alors qu'il n'existait pas encore un État pleinement constitué, un État fut créé financièrement. Lorsque la valeur de ces obligations baissa, la question cessa d'être diplomatique. Le raid de Navarin de 1827 est un exemple brutal de cette réalité. Alors que l'Empire ottoman réprimait une révolte dans sa propre province, les flottes britanniques, françaises et russes incendièrent la flotte commune ottomano-égyptienne sans déclaration de guerre. En arrière-plan se trouvaient des obligations en baisse, des créances menacées et la pression du capital financier. Le raid de Navarin constitue un seuil, montrant comment le capital financier peut, si nécessaire, faire entrer en jeu la force militaire. Les Grecs n'eurent aucun rôle militaire dans cette attaque. Pourtant, au final, la victoire fut inscrite à leur compte. Les guerres de l'opium en Chine, 1839-1842, 1856-1860. L'un des exemples les plus nets de l'absence de morale du capital financier est celui des guerres de l'opium. Lorsque l'Angleterre ne parvint pas à équilibrer ses échanges avec la Chine, elle trouva la solution dans la drogue. L'opium produit en Inde par la Compagnie des Indes orientales fut introduit clandestinement en Chine. Lorsque l'administration chinoise s'y opposa, les ports furent bombardés et les villes occupées face à la puissance de feu supérieure de la Royal Navy. Ces guerres n'ont pas été menées pour le libre-échange, mais pour préserver l'équilibre financier. La période que la Chine appelle le siècle de l'humiliation, 1839-1949, est l'exemple de la manière dont le capital financier a mis une civilisation à genoux. Comme la Chine agit aujourd'hui à l'ombre de cette leçon, elle demeure extrêmement prudente en matière de dette, de production et de contrôle étatique. Les guerres de l'opium sont le plus bel exemple du fait que le capital financier ne reconnaît ni la vie humaine, ni la santé publique, ni la morale, ni le droit, et que son seul objectif est de réaliser un gain. Pour lui, l'essentiel est la balance commerciale et le recouvrement des créances. Les guerres mondiales est la structure qui finançait simultanément les deux camps. Les Première et Seconde Guerres mondiales sont parmi les exemples les plus clairs de l'imbrication du capital financier et de la géopolitique, car les guerres ne furent pas menées seulement sur les fronts, mais aussi au guichet du crédit. Les États s'endettèrent pour pouvoir combattre, et ces dettes constituaient, après la guerre, le fondement de nouvelles crises et de nouvelles relations de dépendance. Pendant la Première Guerre mondiale, le retrait de l'armée tsariste après la Révolution en Russie donnait un avantage sérieux à l'Allemagne. Cependant, les banquiers américains, qui avaient accordé d'importants crédits à l'Angleterre, n'acceptèrent pas que Londres soit vaincu et que leur crédit soit mis en péril. Dans ce processus, les milieux financiers, en particulier JP Morgan, jouèrent un rôle important dans la décision du président Wilson d'entrer en guerre. Finalement, la guerre se termina non seulement sur le front, mais aussi dans le système financier en faveur de l'ordre anglo-américain. Après Versailles, l'Allemagne fut placée sous une lourde pression économique, tandis que dans le même temps, les banques de Wall Street accordaient de grands crédits à l'économie allemande. Les financements fournis notamment par le cercle de JP Morgan rendirent possible le redressement de l'industrie allemande. Alors que l'acier, la chimie et l'industrie lourde retrouvaient leur puissance, l'infrastructure de production de guerre de l'Allemagne nazie fut construite sur cette reprise économique. Des industriels tels que Fritz Thyssen figurèrent parmi les financiers du mouvement nazi. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le tableau devint encore plus frappant. Certaines entreprises américaines et européennes maintenèrent, directement ou indirectement, des liens commerciaux et financiers avec l'économie nazie.
Les relations entre Standard Oil et IG Farben contribuèrent à l'économie de guerre par les technologies de carburant synthétique et de caoutchouc. Les liens avec les milieux financiers américains se poursuivirent à travers les réseaux financiers liés à Thyssen. Il apparut plus tard que l'Union Banking Corporation, dirigée par Prescott Bush, faisait partie de ce réseau. Bien que les actifs de la société aient été saisis en 1942, l'influence de ces mêmes milieux dans le système politique et économique américain continua après la guerre. Plus remarquable encore, les mêmes structures financières pouvaient entretenir simultanément des relations avec les camps belligérants. La BRI, Banque des règlements internationaux, fondée en 1930, en est l'un des exemples les plus importants. Pendant toute la Seconde Guerre mondiale, elle maintenait des contacts financiers avec l'Allemagne nazie comme avec l'Union soviétique. Tandis que des millions de personnes mouraient à Stalingrad, la circulation internationale de l'argent ne s'arrêta pas complètement. Cette situation montra que le capital financier agit souvent sans reconnaître drapeau, idéologie ou limite morale. À la fin de la guerre, des États s'effondrèrent sur les champs de bataille, des millions de personnes moururent, des villes furent réduites en ruines. Pourtant, une grande partie des grandes institutions financières conserva sa puissance dans le système, voire la renforça. Ainsi, dans les deux grandes guerres mondiales du XXe siècle, le capital financier prit place dans l'histoire non seulement comme acteur économique, mais aussi comme force stratégique alimentant l'infrastructure matérielle de la guerre. Le plan Marshall, la dette, le marché et la sécurité. Après la Seconde Guerre mondiale, le capital financier ne s'est pas retiré. Au contraire, il est devenu plus institutionnel. Le plan Marshall, créé par George Marshall, qui avait atteint le grade de général pendant la guerre, en est l'exemple le plus clair. Les aides accordées à l'Europe n'étaient pas de simples projets de développement innocents. En échange, des marchés furent ouverts, le système bancaire américain s'implanta et un parapluie de sécurité militaire fut établi. Ce n'est pas un hasard si l'homme qui mena le plan Marshall et celui qui fonda l'OTAN furent le même. La dépendance économique fut assurée par des alliances militaires. Le capital financier garantit ses créances non seulement par les banques, mais aussi par les structures militaires. La rupture de 1971 est le passage de l'étalon or à l'étalon puissance. La décision de Nixon en 1971 n'est pas seulement une décision technique de politique monétaire, c'est le déplacement d'axes de l'ordre mondial, dépendant du système de Bretton Woods d'après 1945. Avec l'abandon de l'étalon or, la monnaie a été détachée de sa contrepartie matérielle. La valeur du dollar n'était plus liée à l'or, mais à la puissance américaine. Cela a ouvert au capital financier un immense espace de manœuvre. L'étalon or était restrictif, l'offre de monnaie était liée aux réserves physiques. La monnaie papier, puis ensuite le système de monnaie numérique ont permis une expansion illimitée. La capacité d'endettement a augmenté. Les obligations d'État sont devenues l'ossature de la liquidité mondiale. À partir de ce point, le capital financier s'est transformé non seulement en instrument économique, mais aussi en instrument stratégique. Le néolibéralisme est devenu le cadre idéologique de ce processus. Avec le discours selon lequel le marché c'est mieux, les États ont assoupli les régulations. Les mouvements de capitaux ont été libéralisés. Les systèmes bancaires se sont mondialisés. Mais ce que l'on a négligé, c'est que la structure appelée marché n'était pas abstraite et se trouvait sous le contrôle de certains acteurs. Les années 1980 furent la période d'institutionnalisation de cette structure. Sous Reagan et Thatcher, les privatisations s'accélérèrent, les actifs publics changèrent de main et le secteur financier grandit. En Turquie, sous la direction d'Özal et Devren, les décisions du 24 janvier et les politiques mises en œuvre ensuite furent la manifestation locale du passage d'une économie centrée sur la production à une économie centrée sur la finance. La logique du chaos contrôlé. Le capital financier n'aime pas la paix durable, car la stabilité réduit l'espace de la spéculation. C'est pourquoi l'incertitude, la crise et le chaos contrôlé sont préférés. La guerre gonfle les budgets, légitime l'endettement, intimide le peuple et étouffe le questionnement. Cependant, une guerre incontrôlée n'est pas souhaitée non plus. L'arrêt du commerce mondial et l'interruption des flux énergétiques seraient une catastrophe pour le capital financier. Le modèle privilégié est donc celui d'États fragmentés, de conflits internes et de crises de basse intensité. L'État s'affaiblit, les marchés s'ouvrent, les ressources naturelles deviennent des garanties. Après la guerre froide, le complexe militaro-industriel a fusionné avec la technologie numérique. L'industrie de défense, les systèmes de surveillance, la cybersécurité et les technologies spatiales sont les nouveaux domaines d'investissement du capital financier. Aujourd'hui, les dépenses de défense ne se limitent pas aux chars et aux avions. Centres de données, intelligence artificielle, systèmes satellitaires, véhicules sans pilote, tous ces domaines exigent d'énormes investissements financiers. Les appels de l'OTAN, de Trump, de Starmer, de Merz et de Macron à augmenter les dépenses de défense ne sont pas seulement des appels à la sécurité militaire, mais aussi des appels à créer du volume économique. La production d'armes crée de l'emploi, fournit des commandes à l'industrie et élargit les marchés financiers. Cette structure n'aime pas la paix durable.
La paix apporte la stabilité réduit la spéculation. C'est pourquoi un discours permanent de menace est maintenu vivant. La menace est un instrument stratégique pour le capital financier. Le système financier de l'hégémonie est en difficulté. Aujourd'hui, le fonctionnement de l'ordre hégémonique américain, lié au pétrodollar et fondé sur le capital financier, semble confronté à une sérieuse rupture structurelle. Avec l'abandon de l'étalon or en 1971, le dollar a cessé d'être seulement une monnaie. Il s'est transformé en instrument géopolitique de puissance, soutenu par la puissance militaire américaine, le commerce de l'énergie, la maîtrise des routes maritimes mondiales et le marché obligataire. Le fait que le commerce du pétrole se fasse surtout en dollars a donné à Washington la plus grande capacité d'endettement de l'histoire mondiale. Les États-Unis ont ainsi construit un système hégémonique vivant non pas de leur propre épargne, mais de l'épargne du reste du monde. À mesure que les pays excédentaires du commerce mondial accumulaient des dollars, ces dollars retournaient vers les obligations américaines, et les États-Unis purent financer à la fois leur déficit budgétaire, leur expansion militaire et leur capacité d'intervention mondiale. Mais le problème structurel du système apparaît précisément ici. Après 1971, tandis que l'économie américaine s'orientait vers une croissance fondée davantage sur la financiarisation que sur la production, le lien entre économie réelle et économie financière s'est progressivement affaibli. Alors que la production se déplaçait vers l'Asie, les États-Unis se transformaient de plus en plus en un modèle fondé sur la dette, la consommation et l'expansion financière. Grâce au statut de monnaie de réserve du dollar, Washington a pu maintenir cette structure pendant des décennies. Mais aujourd'hui, ce même mécanisme a du mal à porter son propre poids, car le système doit produire constamment davantage de dettes, et pour que cette dette puisse être reconduite, la confiance mondiale doit se maintenir. C'est précisément à ce stade que les piliers porteurs de l'ordre du pétrodollar commencent à se fissurer. Aujourd'hui, l'obligation du Trésor américain à 30 ans est l'encre du système financier mondial. Le mécanisme de confiance de l'ordre centré sur le dollar repose en grande partie sur les obligations d'État américaines. Or, il apparaît aujourd'hui que cette encre dérape sérieusement. Le marché obligataire américain commence à ne plus être considéré comme un refuge sûr incontestable. La relation entre les obligations et les taux d'intérêt est inverse. Quand le taux d'intérêt monte, le prix des obligations existantes baisse. Aujourd'hui, le marché anticipe largement les décisions possibles de la Fed en matière de taux. Mais le même processus augmente aussi les coûts d'emprunt des États-Unis. À mesure que les coûts d'emprunt augmentent, la liquidité mondiale se redirige vers les États-Unis, ce qui signifie un rétrécissement du financement extérieur nécessaire, notamment aux pays en développement. En conséquence, la pression économique sur le système mondial augmente encore. La spirale des taux élevés et de la dette élevée exerce désormais une pression non seulement sur le Trésor américain, mais aussi sur le peuple américain et l'économie réelle. À mesure que les taux montent, le coût du refinancement de la dette publique augmente, les déficits budgétaires se creusent et le système devient de plus en plus fragile. Aujourd'hui, les États-Unis sont confrontés à d'immenses problèmes budgétaires, avec un stock de dette de 40 000 milliards de dollars et des paiements d'intérêts annuels dépassant 1 milliard de dollars. C'est pourquoi chaque mouvement sur le marché obligataire produit désormais des conséquences géopolitiques autant qu'économiques. L'un des indicateurs les plus importants de cette pression structurelle est le changement de comportement observé dans les pays qui financent les obligations américaines. Le Japon est l'un des pays qui détiennent des obligations du Trésor américain, avec un volume d'environ 1,24 milliard de dollars. Le Royaume-Uni et la Chine le suivent. Autrement dit, le Japon fait partie des principaux pays qui financent l'État américain. De plus, cela ne se limite pas aux obligations d'État. Les titres adossés à des créances hypothécaires, ainsi que les obligations émises par les États et les municipalités américaines, font partie de la même structure financière. Toutefois, ces derniers temps, la tendance des investisseurs japonais notamment à sortir des obligations américaines attire l'attention. Au premier trimestre, environ 29,6 milliards de dollars de titres de dette américains ont été vendus, l'une des plus importantes ventes trimestrielles depuis le deuxième trimestre 2022. Au moment où ces lignes étaient écrites, les États-Unis ont annoncé avoir retardé de 3 ans l'exportation des 400 missiles Tomahawk qu'ils s'étaient engagés à vendre au Japon. La Chine réduit également depuis longtemps son portefeuille d'obligations américaines de manière progressive. Ces évolutions ne sont pas des simples ajustements techniques de portefeuille, car les mouvements de grande ampleur sur le marché obligataire sont d'une taille capable d'affecter directement les marchés mondiaux d'échange, les taux d'intérêt, les bourses et les flux de capitaux. En bref, la capacité militaire et géopolitique de l'hégémonie américaine repose largement sur le statut de monnaie de réserve du dollar et sur la fiabilité du marché obligataire. Si les États-Unis commencent à avoir du mal à financer leurs engagements militaires mondiaux, et s'ils ne peuvent plus transférer au système international les coûts de la guerre et de la construction d'États, la probabilité que Washington se tourne vers des stratégies plus dures, plus agressives et plus coercitives augmentera.
Tout au long de l'histoire, les puissances hégémoniques n'ont généralement pas accepté le déclin avec calme. Conclusion. Aujourd'hui, le monde ne vit pas seulement une fluctuation économique, mais les conséquences du fait que l'ordre du capital financier, qui s'est développé depuis environ 300 ans, a atteint ses limites historiques. Le processus qui a commencé au XVIIe siècle avec le capital commercial a grandi avec le capitalisme industriel et, au XXe siècle, s'est transformé en mécanisme de domination à l'échelle mondiale avec le système financier centré sur le dollar. En particulier, avec la suppression de la convertibilité du dollar en or en 1971, la monnaie s'est trouvée fondée non plus sur la production, mais directement sur la puissance américaine et sa capacité de domination mondiale. Ainsi est née une économie virtuelle détachée de la production réelle, grandissant par la dette et la liquidité. Aujourd'hui, face à une production mondiale réelle d'environ 130 000 milliards de dollars, un volume financier dépassant 800 000 milliards de dollars montre que le système ne peut plus porter sa propre réalité. Cette asymétrie gigantesque produit une fragilité non seulement économique, mais aussi politique, militaire et géopolitique. Cette asymétrie n'est pas soutenable. Les inégalités de revenus ont augmenté, les institutions se sont érodées, la politique est entrée dans l'ombre de la finance. Sans comprendre le capital financier, il est impossible d'expliquer les guerres, les crises ou les décisions apparemment irrationnelles des États. Cette question n'est pas seulement économique, elle relève de la souveraineté, de la démocratie et de l'indépendance. Tout au long de l'histoire, le capital financier a utilisé non seulement les marchés, mais aussi les guerres, les coups d'État, les crises de la dette et les transformations idéologiques pour préserver son ordre. De Navarin aux guerres de l'opium, des premières et secondes guerres mondiales au plan Marshall, le processus est rempli d'exemples montrant comment les intérêts économiques ont été consolidés par la force militaire. Car pour le capital financier, l'enjeu principal n'est pas la production, mais la continuité de la dette. La dette n'est pas seulement un outil économique, c'est aussi une chaîne invisible qui érode la souveraineté. À mesure que les États s'endettent, ils perdent leur capacité de décision indépendante. À mesure que la dépendance financière augmente, la souveraineté politique diminue. Ainsi, la crise vécue aujourd'hui n'est pas seulement une crise des taux d'intérêt, de l'inflation ou du marché obligataire. Cette crise est une crise de souveraineté. Le système du pétrodollar, pierre angulaire de l'hégémonie américaine, est aujourd'hui confronté à un sérieux défi. La tendance de grands acteurs comme la Chine et le Japon à réduire leur dépendance aux obligations américaines, ainsi que l'éloignement du dollar, en particulier dans le commerce du pétrole et du gaz naturel, ébranle le mécanisme de confiance au centre du système mondial. Car le fondement de l'expansion militaire mondiale, de l'économie de guerre et des énormes déficits budgétaires que les États-Unis maintiennent depuis des décennies est leur capacité à exporter leur dette au monde grâce au statut de monnaie de réserve du dollar. Si ce mécanisme s'affaiblit, Washington devra, pour la première fois à l'échelle historique, supporter ses propres coûts avec ses propres ressources. Cela rendrait extrêmement difficile le maintien de l'hégémonie américaine à son échelle actuelle. Les exemples historiques montrent que les puissances hégémoniques n'acceptent pas le déclin calmement. C'est pourquoi les périodes de contraction financière produisent souvent une politique étrangère plus agressive, des mécanismes de pression plus intenses et des tensions militaires plus élevées. Dans la période à venir, le conflit fondamental de l'économie mondiale sera la rupture entre les valeurs financières virtuelles et la production réelle, car le système financier a depuis longtemps atteint une taille très supérieure à la capacité réelle de production. L'abîme entre la richesse sur le papier et la production réelle n'est pas soutenable. Nous avons vu cette situation sur le marché du pétrole brut pendant la guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël. À la fin de telles périodes, l'histoire produit généralement de grandes liquidations économiques, de fortes ruptures géopolitiques, voire des conflits mondiaux. L'approche du chaos contrôlé du capital financier peut gérer les crises à une certaine échelle, mais une perte de confiance se propageant à l'ensemble du système peut cesser d'être gérable. C'est pourquoi la période à venir ne sera pas seulement économique, mais aussi stratégique et civilisationnelle. Les États qui resteront debout dans cette transformation seront ceux qui se concentreront non pas sur la spéculation financière, mais de nouveau sur la capacité de production, la technologie, la sécurité énergétique, l'industrie, le commerce maritime et l'indépendance financière. C'est précisément la leçon fondamentale que la Chine a tirée de son siècle d'humiliation. Ayant compris que la dépendance financière produit finalement une dépendance politique, Pékin a placé au centre la puissance productive, le contrôle de l'État et la planification stratégique de long terme. Dans la période à venir, la puissance militaire ne sera pas le seul critère de souveraineté des États. La gestion de la dette, la capacité de production et la résilience économique le seront également. Par conséquent, la véritable lutte de la nouvelle époque opposera les économies fragiles dépendantes de l'hégémonie financière au modèle d'État souverain centré sur la production. En conclusion, le monde semble avoir atteint les limites historiques de l'ordre financier unipolaire centré sur le dollar.
À partir de maintenant, ce sera soit une transformation contrôlée, soit, comme on en a vu des exemples tout au long de l'histoire, un grand règlement de compte mondial. La Turquie aussi doit quitter le modèle économique néolibéral mondial auquel elle a été arrimée par les décisions du 24 janvier 1980 sous la période Evren-Özal et passer à un modèle kémaliste populaire et étatiste. Le plus bel exemple de ce modèle est le modèle chinois. Malheureusement, alors que ces terres se sont progressivement éloignées du kémalisme après le 11 novembre 1938, la Chine a fait exactement l'inverse et a donné un contenu à chacune des 6 flèches du kémalisme. Voilà la différence que nous voyons aujourd'hui. Alors qu'Atatürk et le kémalisme sont encore enseignés dans les écoles primaires chinoises, chez nous certains milieux croient faire preuve de mérite en s'en éloignant à toute vitesse.